Fidélité, nous démarrons le grand jury un peu plus tôt que d'habitude. C'est parce que la page publicitaire a été moins longue aujourd'hui que d'habitude. Nous avons le plaisir de recevoir Cherguei. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Je vous présente aux auditeurs conseiller municipal à la ville de Dakar, maire de Dieuppeul-Derklé, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales et membre du secrétariat de la LD Debout. Cherguei, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous attaquons par la dernière information venant de vos camarades de parti, c'est l'investiture du président Macky Sall par la LD que dirige Nicolas Ndiaye, la Ligue démocratique du professeur Abdoulaye Bathily, on peut le dire? Je ne pense pas, même si je ne suis pas bien placé pour parler au nom du professeur Abdoulaye Bathily. Ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'investiture de Macky Sall par la Ligue démocratique couchée n'est pas une information à moi. Il ne se présente pas ainsi. Il s'appelle Ligue démocratique tout court. Je vous concède de cela, mais je dois la vérité de dire que c'est une première dans l'annale de la Ligue démocratique. Comment investir un candidat qui n'est pas encore investi par son parti ou sa coalition? C'est problématique et c'est pourquoi je pense très sincèrement il n'y a pas à chercher pour comprendre qu'est-ce qui explique le clash entre ses ex-compagnons et nous. Qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, c'est peut-être la vision, c'est l'ambition, c'est les perspectives. Au niveau de la LD, nous avons toujours conçu et compris que le militantisme ou l'action militante doit obéir à des choses transparentes, claires, à un consensus. Mais nous avons choisi, nous, le combat face aux privilèges. Nous avons choisi l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Nous avons choisi le Sénégal, nous n'avons pas choisi des personnes. Mais le compagnonnage avec le président Macky Sall, je veux parler de votre parti, la Ligue démocratique, il ne date pas d'aujourd'hui. Il a été acté depuis, entre les deux tours, au moins, de la présidentielle de 2012. Tout à fait. Et ce compagnonnage était aussi fait de critiques, était aussi fait de discussions, d'échanges, dans le sens de défendre l'intérêt national. Vous avez toujours entendu le secrétaire général Mamadou Ndoye à l'époque dire ce qu'il pensait. Il le disait à l'intérieur de la coalition et il ne cessait d'inviter les membres de la coalition à aménager des cadres de concertation, de dialogue, de consultation pour non seulement raffermir les liens de la coalition, mais aussi pour s'appesantir sur ce qui est l'essentiel de l'actualité, les préoccupations des populations du Sénégal. Et cela, c'est pas nouveau. Je me rappelle encore, lorsque la LD était dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade, on était même arrivé à proposer à Abdoulaye Wade une DPU, une direction de politique unifiée. Ça veut dire que c'est pas parce que nous sommes dans une coalition que nous sommes des bénis oui-oui. Nous avons notre mot à dire, nous avons des sentiments à partager, nous avons des critiques objectives à faire. Et je pense que c'est ça le compagnonnage. Lorsque maintenant on est dans une coalition, on ne vous écoute pas, on ne vous sollicite pas, mais que voulez-vous? Restons un peu sur la décision de la Ligue démocratique d'investir le président Macky Sall pour la présidentielle de février 2019. Vous vous démarquez de cette décision? En ce qui concerne la LD Debout, je pense que nous sommes au niveau d'une plateforme que nous partageons avec un certain nombre de partis politiques et de personnalités de la société civile. Parce que nous sommes d'avis aujourd'hui, avec l'expérience, nous avons vu souvent ce slogan « Nadem, Nadem, Nadem ». Mais après cela, le président élu n'arrive pas à prendre en charge les préoccupations des populations. Nous nous sommes dit quand même il faut s'arrêter et faire une introspection pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour changer la donne. C'est pourquoi nous avons mis cette plateforme pour qu'ensemble nous puissions élaborer et définir des critères d'éligibilité du candidat qui sera en mesure de respecter les conditions qui seront retenues. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler à la recherche du candidat, un candidat qui va porter pratiquement les préoccupations des populations, qui aura un contrat social qu'il est tenu de respecter. Est-ce que vous écartez de soutenir
vous, LD Debout, parce que vous avez été exclu d'ailleurs par vos autres camarades, vous excluez de soutenir le président Macky Sall? Je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour en ce qui concerne la LD Debout. La LD Debout est la recherche d'un candidat autre que Macky Sall. Parce que nous pensons très sincèrement que le Sénégal doit aujourd'hui changer à tous les niveaux. Macky Sall a montré les limites aujourd'hui de son pouvoir, de prendre en charge les préoccupations des populations et de trouver des solutions aux problèmes des populations. Et nous pensons qu'il nous faut une alternative de qualité pour remettre le Sénégal dans les rails. On peut penser que le professeur Abdoulaye Bathily, qui est votre leader, je veux parler de la LD, telle qu'on l'a connue à l'époque, est également dans une dynamique de soutenir un candidat autre que le président Macky Sall. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas placé pour parler au nom du professeur Abdoulaye Bathily. Mais connaissant l'homme, pour l'avoir fréquenté pendant plusieurs années, c'est un homme libre, c'est un homme aussi de dépassement. Bathily, je pense très sincèrement que je salue encore. J'ai été admiratif de Abdoulaye Bathily sur beaucoup de questions. Parce que j'ai compris en le fréquentant que c'était un homme d'envergure. Un homme dont la préoccupation principale était de voir le Sénégal sur les rampes du développement. Donc, je pense que cette question, il faudra la poser au professeur Bathily. C'est lui qui est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Mais je pense que c'est un homme qui rêve d'un Sénégal prospère, d'un Sénégal pays développé, d'une Afrique libérée aussi, d'une Afrique de paix dont la stabilité et la paix vraiment deviennent une réalité. Pourrait-il être candidat lui-même? Ça, c'est une question aussi à poser au professeur Abdoulaye Bathily. Très bien, je vous pose quand même ces questions parce que vous semblez connaître davantage de choses que nous sur lui. Il est votre leader moral, vous, LD Debout? Moi, il restera mon leader moral jusqu'à l'éternité. Parce que vu en l'homme... Au-delà de votre personne? Au-delà de ma personne, je pense aussi pour la Ligue démocratique. Tout court. Toute la Ligue démocratique. Tout court. Pour tout ce qu'il a fait pour ce parti, pour avoir servi, pour avoir tout donné à ce parti-là. Je pense qu'il restera éternellement un symbole, un leader, un mentor, non seulement pour la Ligue démocratique, mais pour la politique de façon générale, pour l'Afrique aussi. Je rappelle que l'émission Le Grand Jury reçoit Cheikh Gueye. Il est conseiller à la ville de Dakar et membre du secrétariat de la Ligue démocratique Debout. Khalifa Sall est-il votre candidat, puisqu'il a annoncé sa candidature, même s'il est aujourd'hui dans les liens de la détention? Il y a son procès en appel qui est en cours et le verdict est attendu le 30 août prochain. Khalifa Sall a fait sa déclaration de candidature et nous avons tous entendu cette déclaration. Et je pense que c'est une candidature sérieuse. Je ne vais pas revenir sur l'avant 2009, ceux qui l'ont connu l'ont vu au niveau du Parti socialiste, jeunes militants, jeunesse socialiste, scouts. Mais j'ai véritablement connu Khalifa Sall à partir de 2009, lorsqu'il a été élu maire de Dakar. Une fois élu et installé à la tête de la ville de Dakar, Khalifa a imprimé une démarche faite de concertation, de consultation, une gestion transparente, participative et inclusive. C'est ce qui fait d'ailleurs que toutes les délibérations de la ville de Dakar ont été faites de façon sans problème, avec une majorité écrasante. Et les différents marchés passés au niveau de la ville ont valu à la ville des palmes et des décernations par l'ARMP. C'est dire donc le respect de la procédure de passation des marchés au niveau de la ville de Dakar. Je suis bien placé pour le dire parce que j'étais le président de la commission des marchés de la ville de Dakar. Mieux même, des organisations de notation sont venues internationales et sous-régionales, comme Moody's et Bloomfield sont venus noter la gestion de la ville de Dakar.
Et il y a eu de bonnes notes, c'est ce qui avait valu d'ailleurs à la ville d'entrer dans le marché financier international et de capter des fonds. Vous vous souvenez de l'emprunt obligataire de la ville de Dakar. Un montant de 20 milliards. C'est ça. Nous allons revenir sur la gestion et sur votre bilan à la ville de Dakar, parce que c'est vrai, on a tendance à occulter ce sujet qui est important pour parler surtout des affaires et de politique, mais évacuons quand même certaines questions. Khalifa Sall pourrait-il être votre candidat? J'ai dit que Khalifa Sall, c'est le candidat de Manko Tahaou Sénégal. Il a fait sa déclaration et pendant ce temps, nous avons enregistré aussi d'autres déclarations, mais je disais que tout à l'heure, Khalifa Sall est un homme sérieux et sa candidature est une candidature sérieuse aussi. Pourquoi je le dis? Il s'agit exactement d'un homme public politique dont le background, la posture impose le respect. Et son passage à la ville de Dakar a démontré au Sénégal et en Afrique que c'était un leader. Et son leadership est accepté et toléré. C'est un rassembleur. Et il rassemble autour de valeurs et de principes. Pour toutes ces raisons, je dis que la candidature de Khalifa Sall est une candidature très sérieuse. Votre candidat? Pourquoi pas? En tant que, je ne parle pas en tant que membre de la Ligue démocratique debout, mais en tant que Cheikh Gueye, pour l'avoir fréquenté, pour avoir passé avec lui plusieurs années, pour avoir compris en fait que son seul rêve, c'était d'être à la disposition du Sénégal. Mais vous dites candidature sérieuse, mais de quelqu'un qui est en prison aujourd'hui. Oui, mais vous savez, c'est une cabale politique. Je reviendrai sur cette question-là parce que... Oui, mais pourvu qu'il s'en sorte. Je pense qu'il va s'en sortir. Et si ce n'était pas le cas aussi, sa candidature aujourd'hui ne peut pas être rejetée. C'est une candidature acceptée, tolérée. Juridiquement, je pense que cette candidature-là est une candidature valable. Oui, mais il y a quand même un verdict qui est attendu. La Cour d'appel va se prononcer sur sa gestion de la caisse d'avance. Je rappelle qu'il est poursuivi pour des faits d'escroquerie et d'autres chefs d'accusation. Il a été condamné en première instance. Oui, en 5 première ans de instance. prison ferme. Il est en appel et je pense qu'au moment de l'appel, justement, nous avons reçu la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Que dit la décision? Elle est très claire. Je ne suis pas spécialiste du droit, je ne suis pas juriste, mais j'ai suivi tout le procès de bout en bout. Et ce que j'appelle le règlement 5 de l'UEMOA, l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA, ce que j'appelle le 5.5 de l'UEMOA, dit de façon très claire que la présence d'un conseil est indispensable pendant l'enquête préliminaire, ce qui n'a pas été le cas. Et pour cette raison, tout simplement, on devrait arrêter la procédure. Et je rappelle que cette question a fait l'objet de plusieurs années de lutte des avocats sénégalais. Pendant plus de 15 ans, les avocats sénégalais se sont battus pour faire respecter cette disposition de l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA. Et je rappelle aussi que le juge Lamotte a mis en pratique cette disposition lorsqu'il était à Thiès. Je ne comprends pas donc pour quelle raison on classerait cette disposition dans le fond et on n'en tiendrait pas compte pour tirer les conséquences qui s'imposent. La seule conséquence aujourd'hui qui s'impose à nos juridictions, à la justice sénégalaise, c'est de tirer les conséquences de cette décision de la CEDEAO. Mais justement, c'est là que se trouve le débat, parce que la Cour de justice de la CEDEAO, qui a été saisie par M. Khalifa Sall et compagnie, sur justement la demande d'une remise immédiate en liberté, cette Cour de justice de la CEDEAO n'a pas suivi les requérants. Elle a bien suivi les requérants. C'est très clair. Non, je parle sur la demande de libération immédiate. Mais c'est très clair. La Cour n'a pas suivi les requérants sur ce point. Je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas... Elle a plutôt demandé des réparations et elle a estimé que cette réparation devait être d'un montant de 35 millions de francs CFA. Pensez-vous que 35 millions de francs CFA répartis entre les différents co-prévenus est suffisant pour réparer les différentes violations des droits de Khalifa Sall? C'est inhumain.
C'est incompréhensible, c'est inacceptable. En tout cas, c'est la décision de la CEDEAO, de la Cour de justice. Elle est aussi claire que le soleil à midi aux allées du centenaire. On n'a même pas besoin d'interpréter. Elle est claire, selon vous, c'est-à-dire ce serait quoi? Ce serait la libération et l'arrêt de la procédure. C'est très clair. La décision dit qu'il y a une violation de la présomption d'innocence. Et nous avons tous vu la saisine du procureur et les conditions dans lesquelles l'enquête préliminaire s'est déroulée. La décision dit aussi que le procès n'est pas équitable. L'équilibre des armes n'a pas été respecté. La décision dit aussi que le procès n'est pas équitable. Oui. Que la détention a été arbitraire entre le moment de son élection comme député et la levée de l'immunité parlementaire, mais tout en précisant que la procédure de levée de l'immunité était une procédure normale, régulière. La justice dit qu'elle ne peut pas se prononcer sur cette question-là. Oui, mais la Cour de justice de la CEDEAO, on est dans une discussion. La simple détention arbitraire, je pense que les juges l'ont dit, et c'est très clair, c'est au niveau de la CPI que ces derniers devraient être traduits. Donc vous voyez sur toute la procédure, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à nos jours, tous les droits de Khalifa Sall ont été violés. Mais est-ce que aussi, c'est pas parce que la Cour de justice de la CEDEAO s'est gardée d'aller jusqu'à ce que vous êtes en train de dire? Parce que quand elle dit, cette Cour de justice de la CEDEAO, qu'elle n'est pas un juge de cassation des juridictions nationales pour les juridictions nationales, elle montre aussi quelque part les limites de ses prérogatives, de son pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je dis encore une fois de plus que la décision de la CEDEAO s'impose à l'État du Sénégal, s'impose aux juridictions de notre pays. Sous ce rapport, le seul enseignement à tirer, les seules conséquences à tirer de cette décision, c'est de libérer Khalifa Sall. C'est aussi clair. Le 30 août, on saura la décision du juge Demba Kandji, président de la Cour d'appel et ses assesseurs. Comment vous attendez ce verdict? Mais nous attendons le verdict, mais je pense que le juge devrait dire le droit. Et quand il dira le droit, il demandera la libération de Khalifa Sall. Vous avez vu l'attitude des avocats de la défense. Comment un juge peut-il joindre au fond une décision de la CEDEAO? C'est problématique. Je ne suis pas spécialiste de droit, mais il y a des choses qui heurtent la conscience. Je ne comprends pas. Dans un pays de droit, dans un état de droit, il y a des choses à respecter. La présomption d'innocence. Et j'ai rappelé tout à l'heure que le juge Lamotte à Thiès, quand il était à Thiès, il a mis en pratique cette disposition de l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA en arrêtant la procédure. Comment se fait-il que pour Khalifa Sall, cette disposition ne puisse pas être appliquée? Cela confirme ceux qui pensent que c'est un acharnement, c'est une cabale politique. Pour rappel, Khalifa Sall a décidé de ne pas participer au procès. Il a parfaitement raison. Oui, mais ces autres co-prévenus ont continué à comparaître devant la Cour de justice, la Cour d'appel de Dakar. C'est le cas du DAF Mbaye Touré qui a déclaré devant la juridiction que la caisse d'avance n'avait pas d'existence juridique, d'existence légale. On ignore le fond de sa pensée, mais est-ce qu'une telle déclaration ne nuit pas à votre stratégie de défense? Nullement, nullement. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. D'ailleurs, ce que Mbaye Touré convoque ne concerne pas les collectivités locales. Il parle de loi. Et la loi ne va pas jusqu'à dire que les collectivités locales doivent se comporter de cette façon-là. Je vous ai dit que le terme de caisse d'avance est un terme galvaudé. Il s'agit d'un chapitre budgétaire qu'on appelle dépenses diverses. Cabinet du maire, chapitre 313. C'est des fonds qui sont votés par le conseil municipal, approuvés par le préfet et mis à la disposition du maire qui gère les dépenses urgentes, les dépenses sociales et les menues dépenses. Donc je ne vois pas
Pour Oui, quelques sauf que des factures ont été régulièrement présentées sous prétexte qu'il s'agit de commandes de mil et autres produits. Et on se serait rendu compte que l'argent n'est pas allé vers ces commandes-là. Moi-même, si j'en avais l'autorisation, et comme je l'ai fait au tribunal, je vous aurais dit des destinations où l'argent est allé. J'en connais beaucoup, j'étais le premier adjoint. Mais vous n'avez pas cité comme Oui, témoin? j'ai été cité comme témoin et j'ai eu à dire devant le tribunal. Oui, vous avez dit ce que vous saviez, non? Absolument. Quoi? Vous avez dit quoi? J'ai dit que je connais des gens qui sont toujours aidés à partir de ces dépenses diverses-là. Beaucoup de personnes, beaucoup de malades. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait les audiences de minuit. C'était des personnes qui avaient des pathologies tellement coûteuses et très graves, qui avaient besoin de soutien, d'aide auprès du maire, et que le maire soutenait. À côté des audiences de midi, comme on les a connues, il y avait aussi des audiences de minuit. C'est ça, à la ville de Dakar. À la ville de Dakar. Et qui signifiait quoi exactement? Qui signifiait que c'était des personnes qui souffraient de pathologies, pas du tout, de pathologies très graves, comme le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Vous savez, des personnes qui souffrent de telles pathologies ne peuvent pas se présenter à midi, au vu, au su de tous. Il y avait des heures indiquées pour lesquelles ces personnes venaient frapper à la porte du maire pour solliciter un soutien pour être soulagées et guéries. C'est des milliers et des milliers de personnes que Khalifa Sall a aidées. Des évacuations sanitaires. La Cour de justice tranchera, comme je viens de le dire, le 30 août prochain. Parlons des déclarations de Cheikh Bamba Dièye, qui est leader de l'opposition et du FSD/BJ, qui a estimé que cette procédure concernant Khalifa Sall et compagnie est une procédure corrompue. Autrement dit, qu'il y a des magistrats qu'il a nommément cités, le président du tribunal de grande instance et le président de la cour d'appel qui étaient corrompus, et il a également accusé le président de la République. Est-ce que vous faites vôtre ces déclarations de Cheikh Bamba Dièye? Je pense que Cheikh Bamba Dièye n'a pas dit quelque chose de nouveau. Bien avant lui, il y a des voix qui se sont levées pour dire exactement la même chose. Mieux. Mais sauf qu'ici, il a cité nommément des personnes, des juges. Oui, c'est peut-être là où il y a la différence. Mais il y a des personnes qui se sont levées, qui ont dit plus grave même que Cheikh Bamba Dièye, qui sont attaqués à la magistrature, qui sont attaqués à la justice. Il y a des magistrats même qui se sont attaqués à la magistrature, qui disaient que la magistrature est gangrénée. Comme tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Que voulez-vous, Mamadou? Oui, mais quand on va jusqu'à citer nommément de juges, quand même, de premier plan, on peut le dire, ça, les accusations sont très précises. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce que j'en pense, c'est tout simplement, dans une république normale, on devrait analyser froidement de tels discours et comprendre quel est le sens de tels discours pour corriger et améliorer ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est très grave. Ce que Cheikh Bamba Dièye dit et pense, c'est des milliers et des milliers de Sénégalais qui le disent et qui le pensent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Le moment est venu quand même de faire aujourd'hui les assises de la magistrature. Ils l'ont déjà fait, eux, les magistrats. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la magistrature est gangrénée. Est-ce que le risque n'est pas de passer par pertes et profits des accusations graves contre des magistrats nommément cités? Il ne s'agit pas d'accusations graves. Moi, ce que je vous dis, c'est très clair. Et je pense que, comme les magistrats, on entend tous les jours des choses très graves sur les enseignants, sur les médecins. Mais ce n'est pas des hommes à part. Et c'est eux le dernier rempart de notre société. La justice est rendue au nom du peuple. Mais il est tout à fait normal que ce peuple-là puisse dire son sentiment lorsqu'une décision de justice est rendue. C'est normal. Et je pense que c'est dans l'intérêt même de la nation et de la République. Qu'on puisse dire, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je le pense très sincèrement. Quelle réforme vous préconiseriez aujourd'hui? Mais eux-mêmes... Pour la justice.
eux-mêmes, ils ont donné des indications, ils ont donné des voies aujourd'hui pour sortir la justice de cette situation-là. J'ai beaucoup de respect pour la justice, j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes de robe, mais je pense très sincèrement qu'il y a encore à faire et mieux à faire. Les assises, je le rappelle, les assises nationales même avaient placé la question de la magistrature au cœur des préoccupations et avaient développé une réflexion importante sur la nécessité de valoriser et de changer la magistrature. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui des hommes et des femmes de valeur qui disent le droit et qui rendent le droit au nom du peuple sénégalais. Je rappelle que vous suivez le grand jury qui reçoit Cheikh Gueye de la LD Debout, conseiller municipal à la ville de Dakar. Vous êtes également maire de Dieuppeul-Derklé. Question politique des auditeurs. Modou Fallou Dione, ma question est la suivante. Si toutefois Khalifa Sall reste en prison, est-ce que le Taxawu Ndakaaru aura un plan B? Bon, il faut dire que le Taxawu Ndakaaru est devenu Manko, Taxawu Sénégal, c'est bien ça. Si tel n'est pas le cas, est-ce qu'elle va soutenir une autre candidature de l'opposition? Si Momo, au cas où Khalifa ne serait pas éligible, quel sera le leader de votre coalition? Mamoussaka, votre alliance avec certains leaders est-elle rompue? Si la logique voudrait que vous souteniez oui, sa question n'est pas très très précise, mais on comprend un peu le sens. C'est que est-ce que vous envisagez un plan B? Nous n'envisageons pas un plan B. Il y a un seul plan, c'est le plan Khalifa Sall. Tel que soit Alpha, Khalifa Sall sera candidat à l'élection présidentielle. Ah oui, comment? Ah oui, tel que soit Alpha. Oui, mais on sait quand même que les candidatures sont décidées par le Conseil constitutionnel. Ça au moins c'est clair. Ça au moins c'est clair. Absolument. Mais quand vous dites quel que soit le scénario, il sera candidat. Mais oui, parce que je pense que le Sénégal est signataire d'un certain nombre d'accords. Si, pour éliminer Khalifa Sall, on va revenir sur les accords signés, mais ça va encore poser un problème. D'ici le dépôt des candidatures, je pense qu'il n'est pas possible aujourd'hui, telle que soit l'accélération même, d'éliminer Khalifa Sall. Et je voudrais rebondir sur cette question pour dire, autre aussi violation des droits, la procédure de l'appel, accélérée de façon exponentielle, ne s'explique pas. Tout cela est fait dans le seul but d'éliminer Khalifa Sall. Et ces questions vont dans ce sens. Et je pense que d'ici le dépôt des candidature, il n'est pas possible aujourd'hui d'éliminer Khalifa Sall. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan. Le plan B, c'est le plan Khalifa Sall. Il y a d'autres coalitions auxquelles vous avez été membre. Il s'agit de Benno Siggil Sénégal et de Benno Bokk Yakaar. Benno Siggil Sénégal, on s'en souvient, avait soutenu le candidat Moustapha Niasse, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Quelle réflexion vous avez aujourd'hui à propos de ces deux coalitions? D'abord, la réflexion principale, c'est que je pense de plus en plus, il nous faut faire la politique autrement et mieux. Que ce soit le Benno Siggil Sénégal ou le Benno Bokk Yakaar, c'est de grandes coalitions dans lesquelles on n'aménage pas des cadres de concertation et de consultation, d'échange sur la façon de faire la politique. Ce qui fait que il y a tellement de monde dans ces coalitions qui n'ont rien à faire dans la politique et qui risquent justement de parasiter l'action politique. C'est des problèmes. C'est pourquoi les coalitions se font et se défont au fil du temps, sans même tirer véritablement la quintessence même de leur création. C'est vraiment un vrai souci. D'autant plus que les partis politiques sont rares aujourd'hui où la formation politique est de rigueur. Le personnel politique doit être outillé. Et le seul élément à mettre devant, ça doit être l'intérêt général. Mais les coalitions aujourd'hui politiques, c'est les coalitions de promotion de personnes. C'est seulement maintenant que vous le constatez? Non, c'est pas maintenant. Je dis que depuis Benno Siggil Sénégal, même s'il y a des exceptions quelque part, mais souvent les malentendus, c'est à ce niveau-là. Pourquoi les gens sont ensemble?
Ils ne sont pas ensemble pour partager le gâteau. Ils ne sont pas ensemble pour se nourrir du pays. Ils ne sont pas ensemble pour des privilèges. Je pense que nous sommes ensemble, c'est pour la rédemption de notre pays. Nous sommes ensemble, c'est pour construire un pays. Nous sommes ensemble, c'est pour des alternatives qualificatives. Nous sommes ensemble pour un mieux vivre pour les Sénégalais. Nous sommes ensemble pour que la santé n'aide plus à mourir, mais que la santé puisse soigner. Nous sommes ensemble pour que l'éducation se porte mieux. Mansour Saleh, est-ce que la coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas finalement une escroquerie politique, sans perspective ni ambition, mais plutôt un ensemble qui avait juste pour programme de bouter Wade hors du pouvoir? Amidou Mambikan, êtes-vous d'accord sur le diagnostic selon lequel les deux LD, à terre, c'est ce qu'il dit lui, confirment la crise profonde des partis de gauche? D'abord, sur Benno Bokk Yakaar, escroquerie politique. On peut le dire, hein? Et c'est le sens aussi de votre question. Ces coalitions, c'est des coalitions de personnes, c'est des leaders seulement. Mais les militants de ces partis qui forment la coalition ne sont intéressés en rien sur la vie et le fonctionnement de la coalition. Ce qui fait que même si vous prenez un seul parti dans la coalition, ce parti peut avoir plusieurs ramifications. Parce que ne partageant pas la vision du leader. C'est le leader, la personne morale, qui négocie et qui discute. Nous sommes membres de la coalition. Et le gros de la troupe est laissé derrière. Et tout ce que tu dis, qui n'a pas l'assentiment du chef ou de la direction, est considéré comme suspect. Mais une coalition ne peut pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui nous rassemble? Est-ce que vous n'allez pas aujourd'hui encore nous refaire, au sein de Manko Taxawu Sénégal, le même coup? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui nous garantit que cela ne donnera pas le même résultat? Parce que effectivement, quand on regarde nos coalitions au Sénégal, c'est des coalitions qui ne reposent pas sur... Je ne parle même pas d'idéologie. Hein. On sait le communisme, le libéralisme, le socialisme et autres, mais au moins sur des valeurs partagées, sur une vision partagée. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? C'est justement ça, parce qu'il n'y a pas de plateforme autour de laquelle les gens sont ensemble. Les gens sont ensemble pour, paraphraser l'autre, gagner ensemble, gouverner ensemble. Sur quelle base? Où est-ce qu'on veut amener le Sénégal? Qu'est-ce qu'on fera de l'éducation, de notre économie, de la santé, des jeunes? Oui, on en parlera tout à l'heure. Dernière chose, la responsabilité de la LD sur la désunion de la gauche. Ça aussi, on peut le dire. C'est seulement le rêve du grand soir qui s'est transformé en cauchemar. Ça, oui. C'est pas seulement au niveau de la LD. Je pense que les partis de gauche ont eu à faire même beaucoup de séminaires sur l'urgente nécessité aujourd'hui de regrouper la gauche et de partager les valeurs de gauche. On n'a pas encore réussi à le faire. Mais je pense qu'on ferait mieux quand même de rassembler la famille de la gauche pour qu'enfin qu'on puisse arriver à une alternance de qualité. Beau discours, mais comment, quand on observe aujourd'hui votre désunion? La LD qui est divisée au moins en deux, Andidieuf divisé en deux, le PIT divisé en deux. On le verra d'ailleurs lors de cette présidentielle. Une partie de vos partis ou de vos formations, pour éviter cette répétition, va soutenir le président Macky Sall, en tout cas la couleur est annoncée. Une autre partie va s'allier avec un autre candidat. Oui, je pense, comme tout à l'heure ça a été dit, je pense qu'il nous faut repenser la politique. C'est quoi la politique? Parce que quelque chose peut être combattu aujourd'hui et demain valorisé. La transhumance dont on parle, qui était combattue sous tous les cieux, aujourd'hui est devenue une religion au niveau de certaines formations politiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il nous faut quand même nous retrouver, pas seulement en tant que parti, au niveau du Sénégal, pour définir et redonner véritablement la politique son véritable sens. Il ne s'agit pas de se faire, il s'agit de faire le pays. Il ne s'agit pas de privilèges de personnes. Il s'agit de mettre tout ce que le Sénégal a de valeureux ensemble pour que notre pays puisse justement figurer sur les nations développées. Alors,
Au niveau de Manko Tahaou Sénégal, c'est de dire il n'y a pas de plan B. Khalifa Sall est notre seul plan. On peut faire la même observation concernant le Parti démocratique sénégalais. Il n'y a pas de plan B, en tout cas de plan autre que Karim Wade. Or, ces deux leaders ont maille à partir avec la justice sénégalaise aujourd'hui. N'êtes-vous pas finalement dans une logique suicidaire? Non, on est dans une logique d'incompréhension. Comment le Sénégal de 2018 peut connaître des situations de ce genre-là? Parce qu'on ne veut pas d'un tel comme concurrent, comme adversaire à des élections, il faut l'emprisonner, il faut l'exiler. Mais nous ne nous sommes pas battus pour ça. Au regard de la trajectoire de la marche de notre pays, tous les sacrifices consentis, nos héritiers, tout ce qu'ils ont consenti comme sacrifice, certains ont même perdu la vie, d'autres leur sang. Qu'on en arrive à cette situation, je dis que c'est regrettable. C'est un recul. Je pensais très sincèrement que notre génération, à nous, on n'allait pas revivre ces situations. C'est des situations catastrophiques. Mais l'homme politique, qui n'honorent pas notre l'homme pays. politique ne devrait-il pas rendre compte aussi? C'est comme cela que les choses sont présentées. La Mais redevabilité, je suis tout à la fait d'accord. reddition des comptes. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais Est-ce que être homme politique doit être une sorte d'irresponsabilité totale? ça, ce n'est pas la réduction des comptes. C'est quoi? Je ne sais comment le qualifier. Parce que quand on parle de réduction des comptes, Khalifa Sall, une fois élu, c'est le seul homme politique que je connais qui a fait une déclaration de patrimoine devant un jury. Mieux, au tribunal, il a dit effectivement quels étaient ses avoirs et ses numéros de compte. Il n'a utilisé aucun centime de la ville de Dakar. Et des organisations internationales sont venues fouiller dans la gestion de la mairie de Dakar. Mais c'est dire qu'il n'y a aucun problème. Et de 2009 à nos jours, tant au niveau foncier qu'au niveau financier, il n'y a eu aucun détournement ni délit. Mais c'est dire que Khalifa Sall a fait une bonne gestion de la ville de Dakar. Moi, je suis bien placé pour... Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui qu'il ait à répondre de sa gestion? Mais c'est ce que je devant vous la ai dit. justice. C'est une cabale politique. C'est des dépenses diverses. Cabinet du maire, chapitre 313, qui sont votées par le conseil municipal, approuvées par le préfet et mis à la disposition pour vous, c'est discrétionnaire du maire. Pour vous, c'est une pratique qui doit continuer ou qu'il faudra réformer? La Qu'il faut gestion de même la caisse renforcer. d'avance. En tant que maire, c'est pas une caisse d'avance, c'est des dépenses diverses. Très bien. En tant que maire, je pense que dans la nomenclature budgétaire, elle existe. C'est le chapitre 313. Ce qui nous sollicite par jour en termes de satisfaction de le problème, de prise en charge, je pense qu'il faut renforcer même ce chapitre et donner la possibilité aux maires, aux exécutifs locaux d'être dans des dispositions de pouvoir aider leur population. Il faut même renforcer ces dépenses diverses. Cher Gueye, conseiller municipal de la ville de Dakar, justement, il faut parler de bilan. Vous allez finir vos 2 mandats. Le mandat de l'actuelle équipe se termine en juin. En principe. Prochain, 2019. Vous avez eu un mandat déjà entre 2009 et 2014. Quel bilan avez-vous à présenter aux Dakarois? Mais les Dakarois déjà sont satisfaits du bilan, surtout du premier bilan, parce qu'ils ont renouvelé leur confiance à l'équipe municipale et à Khalifa Sall. Je rappelle en 2009... On vous accorde ce que vous venez de dire. Ils ont renouvelé votre mandat en 2009, ce qui suppose que vous avez bien travaillé. Quid du deuxième mandat? Est-ce que ce n'est pas un mandat négatif, un mandat nul tout simplement? Pas du tout. Aucune réalisation? Pas du tout. Il faut dire d'abord qu'en 2009, lorsque nous arrivions, nous avions trouvé une situation très difficile, tant du point de vue financier qu'en termes d'infrastructure ou de mobilier urbain. Mais Khalifa Sall et l'équipe municipale ont pu, en 5 ans, reprofiler et changer qualitativement le visage de Dakar. En termes de réhabilitation de la voirie, en termes de feux tricolores, mais aussi dans le secteur de l'éducation, il y a eu beaucoup de programmes.
Je veux parler du lait à l'école, la santé à l'école, les uniformes à l'école, les bourses sociales à l'école. Mais est-ce pour autant le Dakar de nos rêves? Je pense très sincèrement que Khalifa Sall était sur la bonne voie. Malgré les malentendus que nous avions eus avec Wade, nous avons essayé autant que faire se peut de changer la donne. Quand le président Macky Sall est venu, nous avons continué sur cette lancée. Mais après son élection en 2014, les problèmes ont commencé. On nous a dessaisis de la gestion des ordures ménagères. On nous a créé beaucoup de problèmes sur un certain nombre de programmes parce qu'il n'y avait pas justement les moyens nécessaires pour prendre en charge cela. Et pour l'essentiel aussi, c'était des programmes qui étaient terminés ou bien qui étaient en fin de chantier. Le pavage qui se poursuit encore a connu quelques difficultés. La voirie, c'était avec la BOAD, on arrivait à terme. Et Khalifa Sall, dans son entendement, à chaque fois qu'on s'approche de la fin du mandat, il dit « Je ne veux laisser aucune dette à mon successeur ». L'aménagement de la place de l'indépendance. L'aménagement de la place de l'indépendance. Qu'est-ce que ce projet est devenu? Ce projet est toujours là, parce que quand il fallait le réaliser, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de blocages. Oui, vous avez quand même engagé un bras de fer avec l'État. Finalement, le gouvernement a même tranché en votre faveur. Et vous avez vendu un projet de 4 milliards aux Dakarois, consistant à aménager la place de l'indépendance. Jusqu'ici, rien. Le gouvernement ne devrait même pas se mêler à ça. Oui, mais d'accord. Mais oui, d'accord. Il y a eu oui, on va simplifier un peu. Mais aujourd'hui, on vous a donné l'autorisation d'aménager la place de l'indépendance avec 4 milliards de budget. Rien. Alors, la place de l'indépendance, quand il fallait réaliser les travaux, il y a eu des conduites d'eau qui passaient au niveau de la place de l'indépendance et d'autres difficultés où il fallait solliciter l'autorisation avant d'engager les travaux. On nous a bloqués à ce niveau-là. On ne pouvait plus avancer. Et, malheureusement, le problème de Khalifa Sall a surgi et depuis lors, les gens n'étaient plus concentrés sur les grands chantiers de la ville, mais sur des convocations au tribunal. L'affaire de la a plombé le deuxième mandat. On peut le dire. Un mandat nul, finalement? Non, il n'est pas nul. Parce qu'il faut dire, sur le plan social, il y a eu beaucoup de réalisations. Sur le plan de l'éducation, il y a eu beaucoup de réalisations. Sur le plan des infrastructures aussi, les programmes ont continué. C'est vrai, ce n'est pas au même rythme que le premier mandat, mais il y a des choses qui étaient réalisées. Que faudra-t-il finalement dire aux Dakarois, des deux côtés d'ailleurs, vous aujourd'hui, équipe municipale sortante, que le pouvoir actuel, de dire on a passé notre temps pendant 5 ans à nous battre et finalement on n'a rien à vous présenter? On a beaucoup de choses à présenter. Il faudra donner des explications aux Dakarois. Ce qui a été fait au premier mandat reste valable pour le deuxième mandat. C'est une continuité. La gestion aussi financière de la ville de Dakar, ça c'est un acquis aussi. Ah oui, comment? Mais comment? Cette gestion transparente, c'est un acquis. Soyez plus concret. Les derniers publics qui doivent servir justement à reprofiler la ville de Dakar, à changer le visage de Dakar, à aménager des places. Mais on poursuit ces travaux-là. Et je pense qu'il faut verser cela dans le bilan. C'est important. Dans le secteur de l'éducation, pareil. Dans le domaine de la santé, exactement la même chose. Beaucoup d'efforts ont été réalisés. Dakar qui manque d'eau. En tout cas, il y a plusieurs quartiers qui n'en ont pas. La pénurie avait été annoncée, en tout cas la fin de la pénurie avait été annoncée pour le 20 juillet. Aujourd'hui, on parle de la fin de l'année. Vous avez fait le constat de ce manque d'eau? Absolument, j'ai fait le constat. Qu'est-ce qu'il vous inspire comme réflexion, comme réaction? Je pense que c'est un échec. Il faut le dire, c'est un échec. Et avoir l'image des femmes de Dakar dans les rues à la recherche de l'eau, c'est inadmissible. L'eau, source de vie. L'eau est vitale. Chaque être vivant est constitué de 2/3 d'eau. L'eau est indispensable à l'organisme, à la vie humaine. Quand maintenant cette eau n'existe plus au Sénégal, mieux dans la ville capitale, je dis que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Et je pense qu'il faut faire vite. On nous a annoncé... Auriez-vous pu jouer un rôle dans l'approvisionnement de la capitale en eau en tant que ville de Dakar? Je pense, très sincèrement. Oui, par exemple. Ça, c'est intéressant. Nous avons... Quoi, par exemple? Par exemple, je me rappelle, à l'occasion de missions à l'extérieur, nous avons eu à rencontrer des experts ou des bailleurs qui nous proposaient effectivement l'exploitation de l'eau de la mer. Est-ce un projet, mais ce n'est pas des projets que les collectivités locales peuvent prendre à elles seules en charge. Oui, là, c'est prévu par le gouvernement, le dessalement, les usines de dessalement. Oui, mais c'est ça la décentralisation. Oui. C'est pourquoi je pense que l'État n'a pas à rivaliser avec les collectivités locales. Nous avons des actions complémentaires. Il y a des choses que nous pouvons faire ensemble. Et le seul destinataire, c'est les populations. Mais quand on est dans un terrain de concurrence ou de combattre, on ne peut rien faire ensemble. Et ça plombe justement toute initiative allant dans le sens de soulager les populations. Je pense que la ville de Dakar aurait beaucoup aidé à la résolution de la question de l'eau. Vous êtes sans savoir que depuis les années 45, il avait été interdit de creuser des puits dans la ville de Dakar, au risque de rendre la falaise, de rendre le sol même très fragile. Mais aujourd'hui, c'est des initiatives qui sont prises. Il y a des forages. Oui, mais c'est des problèmes. Il nous faut aujourd'hui des actions concertées, dans le seul but d'aider les populations et de soulager les populations. On ne peut pas de façon unilatérale, telle que soit la technicité ou les moyens qu'on dispose, de décider seul des réalisations à faire. Et je pense que la question de l'eau est une question de vie. Les populations souffrent. Et quand on sait les villes du monde surtout, les villes du monde sont confrontées à cette problématique. D'autant plus qu'il a été dit que d'ici l'an 2050, l'Afrique sera le premier foyer humain du monde. Et l'Afrique occupera pratiquement le réseau hydrique le plus important du monde. Pendant ce temps, au Sénégal, on dit la ville capitale, la vitrine n'a pas d'eau. Et vous êtes sans savoir ce que l'eau représente dans nos familles, surtout quand on est musulman. On a besoin d'eau, 24 heures sur 24. Dans mon quartier à Dieuppeul Derklé... Musulman comme chrétien, de ce point de vue, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Oui. Et je parlais tout simplement des 5 prières. Oui. On a besoin de l'eau pour faire les ablutions. Votre allusion est maintenant plus précise. Oui, terminez votre phrase. Quand vous allez dans la commune de Dieuppeul Derklé, pour ne pas citer ma commune, comme dans d'autres localités, mais les images que vous voyez, les femmes qui courent derrière les camions citernes, c'est des images qui ne sont pas du tout belles. En une seconde, qu'avez-vous fait pour Dieuppeul Derklé quand même, puisque vous en êtes le maire? Je pense qu'il faut poser la question aux populations. Nous avons essayé de faire de sorte que les populations se retrouvent dans ce que nous sommes en train de faire. Très bien. L'ambition que nous avons de servir la commune. Le bilan sera présenté en juin 2019. Normalement, les élections locales sont prévues à cette date. Vous pensez qu'elles vont se tenir à date échue? Dans ces pays, on ne peut penser à rien. Parce que vous pensez à une chose, le lendemain, vous voyez une autre chose. Situation économique du pays, de manière générale, au-delà de la question de l'eau, le gouvernement affiche une bonne santé économique, une embellie, croissance de 7,2%, inauguration d'infrastructures depuis quelques mois par le président Macky Sall. Est-ce que vous êtes en phase avec le gouvernement du Sénégal? Oui, pendant ce temps, il n'y a pas d'eau dans la ville capitale. Pendant ce temps, le secteur primaire est dans des difficultés. Pendant ce temps, l'éducation souffre. Pendant ce temps, la santé aide à mourir. Donc, le développement, il est global. Il englobe l'ensemble des secteurs de la vie. Ce n'est pas seulement en termes d'infrastructure. Et j'avais entendu le président de la République, candidat à l'élection présidentielle, dire que ce n'est pas seulement en construisant des infrastructures qu'on va développer un pays. C'est bon. Un gouvernement doit construire des infrastructures, mais un gouvernement aussi doit alléger les souffrances de ses populations. Et ce n'est toujours pas le cas. Nous voyons toujours aujourd'hui les femmes qui accouchent à travers des charrettes. Est-ce que ce n'est pas une remarque finalement paradoxale à l'endroit
d'un régime qui a beaucoup misé sur le social, qui a même décrété une année sociale 2018. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? C'est plus que paradoxal. Oui, mais comment vous le justifiez? Mais comment le justifier? C'est-à-dire qu'on fait des actions comment je vais l'appeler même, on ne va pas jusqu'au niveau où les Sénégalais souffrent le plus pour trouver des solutions. C'est des dépenses de prestige, tout simplement. On a réalisé de façade, mais derrière, il n'y a rien. C'est des problèmes. Nous avons vécu une année scolaire très difficile. Et le problème n'est pas encore totalement résolu. Année blanche et invalidée à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour plusieurs UFR. Je rêve d'un Sénégal où les jeunes vont trouver de l'emploi. Je rêve d'un Sénégal où les souffrances des femmes vont être allégées. Je rêve d'un Sénégal où l'école se portera à merveille. Il ne s'agit pas seulement de rêver. Oui. Vous êtes également aux affaires, ne serait-ce que pour Dakar, pour Dieuppeul. Oui. Il faut également réaliser. Oui. On est sur la voie, en tout cas. Il faut réaliser le rêve. Mais je le dis au niveau national. Oui. C'est ça, le niveau national. Développons nos villes, nos villages, nos hameaux. Absolument. Et puis le Sénégal est développé. L'État a pour mission de prendre en charge ses préoccupations. Très bien. Les Sénégalais de l'extérieur qui vous suivent beaucoup, parce que RFM est beaucoup suivi sur Internet, insécurité pour la plupart de nos compatriotes aujourd'hui, meurtres, accidents, incendies, parfois ils se tuent, ils s'entretuent, il faut aussi le dire. Il y a des Sénégalais qui s'entretuent. Mais au-delà, il y a une insécurité qui règne aujourd'hui pour les Sénégalais de l'extérieur. Est-ce que vous avez une solution? La solution, c'est que les Sénégalais de l'extérieur ont besoin de sentir plus leur pays en termes de protection. Dans les pays d'accueil, les Sénégalais doivent être en sécurité. Les autorités dans ces pays-là doivent ouvrir leurs portes, aller à leur rencontre, discuter, recueillir leurs avis et leurs problèmes et essayer de solutionner ce problème. Y aurait-il une chasse aux Sénégalais? Le mot peut paraître très fort, mais je sais, c'est fait exprès, mais y aurait-il une chasse aux Sénégalais aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait un problème aussi de comportement qui se poserait au niveau de nos compatriotes? Mais c'est vrai, on peut le dire, hein. Le mot n'est pas trop fort, mais depuis quelques jours, il ne se passe pas un seul jour où on ne signale pas un Sénégalais tué quelque part dans le monde. C'est inacceptable. C'est comme si on ciblait les Sénégalais. Mais qu'ont-ils fait? Absolument rien. Ils sont à la recherche d'un mieux-être. Ils sont en train de braver le froid, braver l'animosité parfois même, pour amasser des sous et venir en aide à leur famille, à leur pays. Regardons la contribution des Sénégalais de l'extérieur dans le PIB. Oui, mais c'est énorme. 1000 milliards de francs CFA au moins par an. J'ai eu à fréquenter ces Sénégalais de l'extérieur. J'ai été moi-même, par moment, un Sénégalais de l'extérieur. Mais je sais ce que ça veut dire un Sénégalais de l'extérieur. Et tout souvent, c'est de par leur talent, leur allant, qui se décarcassent pour s'en sortir. Mais ils ne sentent pas les autorités sénégalaises. C'est ça le paradoxe. Je pense que la politique étrangère doit être revue. En termes aujourd'hui de sécurité. Ceux qui viennent au Sénégalais, ils sont plus à l'aise au Sénégal que les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Des assises de la diaspora, par exemple. Mais ce serait une bonne solution, mais qui découlerait sur des conclusions applicables et appliquées. Je termine très rapidement. Nous avons 1 minute, cher Gueye. Deuxième tour de la présidentielle au Mali, pays voisin. Aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant, fait face à son opposant, Soumaïla Cissé. Votre mot? Je ne serai pas bavard sur cette question. C'est que nous tous, nous avions eu peur quand on a annoncé les élections au Mali. On pensait que ça allait être catastrophique. Rendons grâce à Dieu, le premier tour s'est déroulé sans grosse difficulté. C'est un pays voisin, souverain. Je ne voudrais pas m'immiscer en faisant des pronostics ou des propositions. Ce que je souhaite et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le deuxième tour se passe dans de bonnes conditions sans heurts et que le Mali puisse élire son président et qu'il puisse se tourner vers le développement
et lutter contre l'insécurité pour une stabilité définitive dans la sous-région. Amnesty en Côte d'Ivoire, des pro-Gbagbo dont son épouse Simone, cela devrait-il inspirer au Sénégal en faveur de personnalités politiques en maille à partir avec la justice? C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, j'ai lu récemment aussi dans un autre pays. J'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ma question, vous avez 5 secondes pour y répondre. Mais c'est une bonne chose. Je pense que l'Afrique sera forte lorsque les leaders africains comprendront aujourd'hui que l'Afrique des emprisonnements, l'Afrique des bavures, l'Afrique des tortures, c'est fini. C'est une loi d'amnistie au Sénégal? Oui, c'est possible. C'est possible. Cheikh Gueye, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la ville de Dakar, maire de Dieuppeul-Derklé, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales et membre de la LD Debout. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan, à la technique Aliou Diassé, Digital Manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, c'est le journal de midi Ousmane Gueye. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.